Et donc, je vais vous parler de la cognition sociale, ou plus précisément l'empathie cognitive. Il y a différents termes, ou aussi la mentalisation, théorie de l'esprit, ce que vous voulez, hem, qui est donc justement, c'est le découlement de tout ce qu'on vient d'expliquer, donc l'empathie cognitive chez les alcoolodépendants et l'impact donc du microbiote. Hem, L'idée, c'est vraiment que, pour comprendre l'autre, on a certes besoin du coup ça consiste en fait à deviner ou anticiper les pensées de l'autre parce qu'en fin de compte, ce que les autres pensent, vous n'en avez aucune idée. C'est juste quelque chose que vous ne savez pas voir. Vous pouvez essayer de deviner sur base d'indices que vous pouvez percevoir si vous portez suffisamment attention, ou sur base d'informations sur lesquelles, vous vous rappelez: «Ah oui, telle personne, elle aime bien ça». C'est tout un travail assez complexe, où on tâtonne beaucoup. Et ça implique du coup de porter suffisamment attention à l'autre, d'avoir conscience des différences de point de vue. On est à tout moment, en fait, il y a des raisons de penser qu'on voit les choses différemment, soit rien que spatialement. Moi, je vois les choses très différemment, une vision différente de l'écran, ou en termes de ressenti, c'est très peu probable qu'on ait toujours les mêmes ressentis. Alors ici, donc je vous parle je l'ai déjà dit, empathie cognitive, mentalisation, théorie de l'esprit, prise de perspective ou adoption du point de vue de l'autre. C'est vraiment malheureusement, il y a un gros mélange, sémantique là-dedans et donc les choses voilà, sachez que je vais utiliser des mots et c'est peut-être ça va vous faire: «Ah oui, on parle d'empathie ici» et en fait tout ça est fort lié. Un peu de contexte, c'est que mon travail scientifique ici est vraiment d'arriver à mesurer objectivement, les processus mentaux qui permettent du coup d'arriver à comprendre l'autre et cela de façon rapide et précise. Alors, cette fameuse cognition sociale, qui est finalement le terme qui englobe un peu ces différents mots, a été étudiée de différentes manières dans différentes populations cliniques et vous voyez que dans la alcoolodépendance, c'est le petit nain de l'histoire où c'est vraiment un intérêt très récent qui émerge et on a alors ça peut sembler beaucoup, mais vous voyez bien que proportionnellement, les d'autres maladies ont été bien plus étudiées dans par rapport à l'alcoolodépendance. Hem Mais ces quelques études qui ont été publiées suggèrent, en tout cas elles pointent dans la même direction, qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas chez les alcoolodépendants, et qu'en moyenne, statistiquement, ils ont de moins bons scores, de compréhension de l'autre, que ce soit, ça peut mesurer de diverses manières et effectivement, il y a une grande variété d'outils de mesure pour arriver à quantifier, tiens, quelle est, la capacité de cognition sociale des alcoolodépendants. Alors une partie dans des chercheurs ou des cliniciens, ou les chercheurs cliniciens vont utiliser des questionnaires, en partie et plus facilement souvent des questionnaires autocomplétés, mais parfois aussi complétés par des proches ou des professionnels et on a ce genre de questions, ici je prends des extraits. Je trouve parfois difficile d'adopter le point de vue de quelqu'un d'autre ou alors je peux facilement comprendre ce que quelqu'un veut dire. Le côté auto-évaluation, alors dans une population générale, ça pourrait aller, mais dans les populations psychiatriques, ça pourrait poser plus de problèmes, parce encore faut-il que nous soyons capables d'arriver à bien nous évaluer, bien nous auto-évaluer, et donc voilà et donc pour ces raisons-là, ça peut être parfois plus utile d'utiliser en tout cas plus fiable, d'utiliser des tests de performance où on met les personnes en situation, donc en gros des exercices où ils doivent arriver à rapidement et précisément deviner ce que l'autre pense. Hem alors évidemment, c'est pas d'office enfin, ce sont des petits scénarios, qui sont présentés, visuellement, par exemple une histoire lue ou qui est illustrée et dans l'histoire qui est que la personne découvre, il y a par exemple un sarcasme qu'il faut détecter, ou alors une histoire de croyance que l'autre a, mais qui est en fait fausse et il faut se rendre compte. Ou encore d'autres histoires où on voit à l'écran d'ordinateur, par exemple, une scène visuelle, donc et on doit comprendre et il y a une autre personne dans la scène et il dit: «Ah oui, donne-moi le sel, ou donne-moi le gros objet qui est là», et puis en fait, mais oui, en fait, mais le gros objet pour lui c'est ça, mais moi je vois autre chose, hem et ou se rendre compte que lui, il voit pas la même chose que nous simplement. Évidemment, j'entre pas dans le détail pour le gain de temps, mais je vais vous montrer aussi des exemples, plus concrets après. Ces tests de performance sont très utiles parce que ça permet d'avoir une mesure plus objective, hein, donc on n'est pas dans qu'est-ce que je pense moi-même de ma performance, c'est vraiment OK, on mesure à quel point vous êtes bon. Hem,
Le problème, quand même, c'est que ce sont des consignes explicites. On vous dit, ben voilà, essayez de comprendre le point de vue de l'autre. Allez, allez-y, faites l'effort. C'est pas mal du tout. Et en fait, la plupart des tâches sont comme ça, quasi toutes. Et ça permet de mesurer ce qu'on appelle souvent le biais égocentrique. Je vais en revenir juste après, mais sachez qu'il y a la mesure principale de la cognition sociale, c'est souvent le biais égocentrique, qui est en gros à quel point notre propre point de vue va nous mettre des bâtons dans les roues pour comprendre l'autre. Mais ce qui manque, ce sont souvent des mesures de la compréhension spontanée du point de vue de l'autre. Cette idée que c'est aussi important de spontanément porter attention à l'autre. Et à partir du moment où on donne les instructions de le faire, c'est pas ça qu'on mesure. Et là, récemment, heureusement, il y a des tâches qui permettent d'arriver à mesurer cette compréhension spontanée du point de vue de l'autre. Et souvent, ça va se traduire par ce biais altercentrique, donc différent du biais égocentrique, dont je vais vous parler juste après, les deux biais. Je vais faire une mise en situation la plus concrète possible. Donc le biais égocentrique, c'est vraiment l'idée que je me base sur mes propres expériences, sur mes propres connaissances, mes croyances, pour deviner ce que l'autre pense. Donc typiquement, je projette en fait mes pensées sur l'autre. Mais si l'autre n'a pas les mêmes expériences, les mêmes connaissances et croyances, ce qui est assez souvent le cas, ça m'induit en erreur, en fait. Je vais projeter ce que moi je pense, mais en fait, l'autre ne pense pas la même chose. Donc, on peut facilement avoir une perte de précision dans la réponse, donc la réponse qui consiste à deviner ce que l'autre pense. Et si je me rends compte du conflit, donc, ah oui, mais en fait, probablement qu'elle ne pense pas la même chose, mais on a en même temps quand même ce que nous on pense et ce que l'autre pense, et il faut arriver à gérer ça. Il y a un conflit, et une interférence entre ce que je pense et ce qu'elle pourrait bien penser. Et donc, en fait, il faut gérer cette interférence. Et donc, la réponse, donc le temps qu'on prend pour arriver à deviner correctement ce que l'autre pense, est ralenti. On va faire un petit exemple. Mon expérience d'avoir été licencié influe sur l'expérience que je devine qu'elle vit. Donc, elle me raconte « Ah, j'ai été licencié. » Moi, personnellement, je l'ai vécu comme un échec. Alors, je vais dire « Ah, ça doit être dur, ça, pour toi. C'est vraiment pas cool. » Et puis non, moi je suis soulagé, je ne voulais pas démissionner, mais je voulais pas démissionner, je suis plutôt content d'être licencié. Moi, c'est arrivé suite à un changement. Donc ça, dans sa tête, moi, c'est arrivé suite à un changement de direction. Donc je me dis, ben voilà. Et donc oui, et c'est arrivé comment? À cause du changement de directeur, peut-être? Non, le boulot m'ennuyait simplement, et je suis content d'être licencié. Et moi, en fait, je me suis dit, ah oui, mais alors, heureusement, j'ai retrouvé un emploi chez la concurrence. J'ai envie de l'aider, ok. Essaie de chercher du côté de la concurrence, tu vas sans doute trouver une solution de ce côté-là. Il dit, bah non, pas question, moi, je reprends des études. Donc ici, il y a un exemple un peu où, en fait, la personne est complètement à côté de la plaque, simplement parce qu'elle se base uniquement sur son vécu à lui, ce qui est souvent très bien, hein. Normalement, la plupart des gens vivent un licenciement de façon assez négative. Mais on peut imaginer des situations où l'autre personne, pour peu qu'on la connaît, on devine qu'en fait, elle a un profil tout à fait différent. Si c'est une amie proche, on aurait pu dire oui, non, en fait, je me souviens, en fait, elle s'ennuyait à ce boulot. Et donc, tout dépend de quelle mesure on arrive à vraiment prendre le point de vue de l'autre. Et ici, c'est vraiment l'idée, on se focalise sur mon propre vécu à moi et je projette ça sur l'autre et ça me met à côté de la plaque. L'autre exemple, c'est le biais altercentrique. Là, c'est vraiment un cas un peu plus particulier qu'on fait moins, en tout cas, on en parle moins souvent. Ce sont les expériences, les connaissances et croyances que je devine chez l'autre qui vont influencer ce que je pense. Alors ici, l'intérêt, c'est de s'intéresser aussi à ce que moi, je pense. Comment, en fait, les pensées qu'on imagine chez les autres vont influencer notre propre cognition à nous. Et en plus, si l'autre n'a pas les mêmes expériences, connaissances ou croyances, en fait, on peut être induit en erreur par les autres. Ou même si je me rends compte qu'il y a un conflit entre ce que l'autre pense et ce que moi je pense, ça pourrait me ralentir pour comprendre moi-même ce que moi j'ai envie. Alors, ça peut paraître un peu abstrait, mais je vais illustrer ça ici. L'expérience d'un spectacle, on est deux, elle et moi, on regarde un spectacle. Et en fait, spontanément, je devine l'expérience que mon ami a, et cela va influencer sur ma propre expérience du spectacle. Par exemple, on est situé au 2e rang, et là, je vois en fait qu'elle est juste derrière un grand, quoi. Pas de chance, elle ne voit rien. Quelle frustration. Et en fait, ça va impacter comment moi, je vis le spectacle. Alors qu'à l'inverse, on pourrait très bien, mais moi, en fait, on est au 2e rang, c'est génial. Et justement, il y a un trou là devant moi, je vois super bien, quelle vue idéale.
En fait, si j'étais focalisé sur moi-même et que j'arrive à bien prendre la distance, je pourrais apprécier cela à fond. On pourrait aussi dire, ah oui, en plus, elle a mal vu la dernière scène. Est-ce qu'elle a vraiment compris la fin? Mince, ça doit être gâché pour elle, l'histoire, tout ça. Mais si j'oublie ça, si je me focalise sur moi, je me dis, mais en fait, quel dénouement, je suis bluffé, c'était une super histoire. Et là, les petites explosions, ça montre l'interférence entre le conflit qu'il y a entre ce que moi je vis, ce que moi je pourrais vivre et ce que l'autre probablement ressent, et ça va interférer en fait. Et ça peut même du coup gâcher notre expérience dans ce cas-ci, mais c'est vraiment, ça montre comment spontanément, dans une vie de tous les jours, on peut calculer ce que l'autre pense. Et puis en plus, encore, il y a l'homme qui est grand devant lui, et à la fin, il bouscule un peu, il est très excité. Quel horrible moment pour mon ami. Ou bien focaliser sur moi, ouais, les gens sont super motivés, quelle ambiance, et j'adore. Et donc, vous voyez ici quelle tension il y a entre ce que je pense et ce que je calcule spontanément chez l'autre. Alors que dans le fond, peut-être que mon ami elle se disait juste oh, « je ne vois rien, mais du moment que lui apprécie le spectacle, ça me rend heureuse ». Et là, du coup, tout le monde a gâché son spectacle parce qu'on est tous trop sensibles à l'autre. Mais cette sensibilité, ici, évidemment, il y a du pour et du contre. Donc, on va expliquer ça. Il y a donc ces deux biais sociaux du quotidien. Donc le biais égocentrique qui est donc en fait une stratégie rapide et facile à partir du moment où les autres nous ressemblent. Donc c'est souvent, on appelle ça une heuristique, donc un raccourci cognitif qui nous permet de rapidement connecter avec l'autre et deviner ce que l'autre pourrait bien penser. Mais ça nous amène aussi à nous tromper sur ce que l'autre pourrait penser parce qu'on projette simplement ce que nous on pense. Et ça peut aussi du coup nous ralentir pour départager ce que l'autre pense de ce que moi je pense. À l'inverse, le biais altercentrique, lui reflète une certaine sensibilité ou une attention spontanément portée à l'autre, ce qui nous intéresse. Et donc ça nous permet aussi d'avoir ça indique souvent que si on a un biais altercentrique, on a une certaine compréhension spontanée de l'autre. Mais, il y a un mais évidemment, comme on l'a vu juste dans l'exemple, c'est que ça peut nous amener à nous préoccuper de l'autre plutôt que de soi, ou même au risque de s'y perdre sur qu'est-ce que moi je ressens personnellement. Et ça peut nous ralentir sur voilà, comment je départage le vécu que j'ai. Et à ce jour, il n'y a qu'une seule étude qui a étudié la compréhension spontanée de l'autre chez les alcoolodépendants. Je vais en parler brièvement. Où, en fait, l'idée, c'est une étude de l'UC Louvain avec des chercheurs de l'UC Louvain, dont Philippe qui est parmi nous, où, en fait, c'est une vidéo qui est présentée et il faut en fait l'instruction c'est simplement aux participants qui est parfois alcoolodépendant parfois pas on demande quel est l'objet quel gobelet contient l'objet. Là vous voyez pas l'objet mais dans des gobelets il y a bien un objet. Ici la capsule que vous voyez ici sert juste à désigner ce que elle pense sur où se trouve l'objet et la dame sait donc où se trouve l'objet parce que le monsieur lui montre. On voit pas, mais il lui montre le contenu des deux gobelets, et après, elle s'en va. Le monsieur change, il switch, il interchange les deux gobelets qui se ressemblent très fort, enfin qui sont identiques. Elle revient, et sans avoir regardé à l'intérieur, parce que c'était refermé, elle dit, moi, je pense qu'il est là, l'objet. Et le participant, vous, en voyant la scène, vous pouvez comprendre, en fait, où se trouve réellement l'objet, où est-ce qu'il se trouve en sachant qu'en fait elle l'a vu et qu'elle a changé qu'elle se trompe donc c'est d'office l'inverse que ce qu'elle indique parce qu'elle se trompe elle se trompe mais ça c'est pour autant que j'ai spontanément calculé le fait que elle a une idée, une fausse idée de où ça se trouve. Mais à aucun moment dans la consigne on vous demande de calculer ce que l'autre pense et ce que l'autre personne croit. C'est une information additionnelle qu'on peut spontanément calculer, qui peut nous aider à résoudre cet exercice. Et ce qu'on voit, c'est que les alcoolodépendants ont effectivement une mauvaise performance là-dessus. Et en suivi notamment de cette étude, on s'est demandé, tiens, peut-être on va creuser cet aspect compréhension spontanée de l'autre et quel est l'impact du microbiote. Donc là, c'est vraiment l'étude dont je vais vous parler maintenant. Grâce à une autre tâche informatisée qui s'appelle donc la prise de perspective visuelle, où en fait on doit répondre à des questions très simples dans une scène très simple. La question c'est est-ce que ce monsieur là dans la scène voit-il un disque rouge? Et
là aussi, il y a un conflit. Alors, quand c'est présenté lentement, ça peut sembler très simple. Voit-il un disque rouge? Non, il est face à un mur où il n'y a pas de disque rouge, donc non. Mais vous, en tant que participant extérieur, vous voyez un disque rouge. Donc, il y a ce que vous voyez qui est en conflit avec ce que l'autre voit. Si vous êtes complètement dans un biais égocentrique et vous faites une erreur, vous allez dire, oui, il voit un disque rouge, pardon. Parce qu'il a projeté ce que lui il voit sur l'autre. Ou alors simplement il y a cette interférence et donc ça ralentit la réponse. Et puis il y a l'autre exemple, c'est le biais altercentrique, où la question c'est voyez-vous, vous, participant extérieur, un disque rouge? La réponse est oui. Ça pourrait sembler simple, mais en fait, parce qu'on va calculer spontanément, en tout cas une bonne partie d'entre nous calcule spontanément ce que l'autre voit aussi, eh bien, on pourrait soit être totalement influencé, dire non, moi je vois 0 disque, parce que l'autre voit 0 disque, ou alors avoir un ralentissement de la réponse, parce que, attendez, moi je vois un disque, mais l'autre en voit 0. Et alors, il y a un ralentissement de la réponse. Et ça, c'est vraiment le biais altercentrique qui reflète le fait qu'on a calculé spontanément le point de vue de l'autre. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Alors, cette étude compare 15 patients dysbiotiques versus 30 patients non dysbiotiques, tous alcoolodépendants. Alors, des graphes comme ça, je ne sais pas si vous êtes familier, donc je vais vous expliquer ça, rassurez-vous. Ce qu'on voit ici, c'est l'étendue du biais égocentrique et altercentrique. Alors, au niveau du biais égocentrique, ici, on regarde vraiment sur la rapidité des réponses. Et au plus c'est haut, au plus il y a une perte de rapidité des réponses à cause du biais en question. Donc sur le biais ici, entre non dysbiotique et dysbiotique, il y a dans les deux cas une perte de rapidité, mais un biais qui est finalement de taille relativement similaire. Ici, vous voyez des intervalles de confiance, ça veut juste dire à quel point il y a une variabilité parmi les individus. Et donc si on tient compte de ça, statistiquement, il n'y a pas de différence. Par contre, sur le biais altercentrique, ici, vous voyez que les non-dysbiotiques ont bien un biais altercentrique, et les dysbiotiques, ceux qui ont donc ce microbiote dysfonctionnel, n'ont juste pas du tout de biais altercentrique. Il n'existe pas. Comme s'il y avait un non-calcul spontané du point de vue de l'autre. On peut aussi regarder sur la précision des réponses, et on voit la même chose ici, pas de différence sur le biais égocentrique, donc dans les deux cas, on fait plus d'erreurs à cause du fait qu'on projette notre point de vue sur l'autre. Et concernant le biais altercentrique, il n'y a que les non-dysbiotiques qui vont parfois faire des erreurs parce qu'ils vont calculer spontanément le point de vue de l'autre. Alors que les dysbiotiques, eux, vont, en tout cas en moyenne, on voit qu'ils font juste pas d'erreur, comme s'ils calculaient pas le point de vue de l'autre. Alors, ici, vous voyez que dans ce groupe-ci, il y a quand même beaucoup de différences entre les individus, donc statistiquement, il n'y a pas de différence, mais visuellement, vous voyez qu'il y a vraiment une tendance vers cela. Ce qu'on peut en dire, du coup, c'est que parmi les alcoolodépendants, le biais altercentrique est absent chez les dysbiotiques. Ce qui semble suggérer, du coup, que ces fameux dysbiotiques semblent porter significativement moins attention aux autres. Et si on repense, par exemple, à l'étude que Sophie nous a montrée avec les souris, c'est intéressant de voir, les souris, eux, qui avaient ces matières fécales enfin, pas matière fécale, mais le biote d'alcoolo-dépendant qui passaient moins de temps avec l'autre souris, comme s'ils s'intéressaient moins à l'autre. Ici, on a une espèce de dérivation conceptuelle où, ici, en fait, on semble mesurer, en termes cognitifs, que les dysbiotiques portent moins attention à l'autre. Donc voilà, les quelques études passées, donc le peu d'études qu'il y a encore eu jusqu'à présent, suggèrent donc une mauvaise compréhension de l'autre parmi les alcoolodépendants. Une récente étude suggère que ce qui est problématique est surtout la compréhension spontanée, ou le manque d'attention porté spontanément sur l'autre. Et ici, avec cette étude récemment réalisée, nous montrons que cette problématique de l'attention spontanément portée sur l'autre est surtout présente chez les alcoolodépendants avec un microbiote dysfonctionnel. Et voilà, ce sera tout. Merci pour votre attention.